Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la quatrième session de notre campagne de communication autour des programmes européens de recherche et innovation 2021-2027. Cette session est animée par Emmanuel Robbins, chargé de projet Europe et international au pôle Avenia, et portera sur les transitions vertes, énergie, environnement et mobilité. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions tout au long de la séance à travers notre chat. Je rappelle également que l'intégralité des sessions sont disponibles en replay. Et dernièrement, je rappelle également que toute la session se déroule dans le respect du protocole sanitaire actuellement en place. Bonne séance à vous. Bienvenue à vous dans cette session sur les transitions vertes, le transport, la mobilité, les énergies et l'environnement. L'Union européenne a de grandes ambitions concernant ces thématiques et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Anne Houtman, qui est membre de l'Académie royale de Belgique et enseignante à Sciences Po Paris, qui va pouvoir nous parler de ses ambitions européennes. Bonjour Madame Houtman. Bonjour et bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer le pacte vert en 15 minutes, ce qui est bien un défi. Alors d'abord, à titre d'introduction, je pense que c'est important de rappeler que la planète se réchauffe déjà et les scientifiques sont unanimes sur les causes du réchauffement. C'est l'activité humaine et rien d'autre. Nos émissions de gaz à effet de serre à plus de 75% au CO2 qui est émis par la combustion d'énergie fossile et aux autres émissions fugitives du système énergétique qui sont principalement du méthane qui provient aussi de l'agriculture et des déchets. Alors, avec l'accord de Paris de 2015, les 190 parties de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique européenne, mais aussi chacun des États membres, se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 degrés centigrades, en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 degré centigrade, tout ça par rapport à l'ère pré-industrielle. Et chaque partie de l'accord a présenté ses contributions déterminées au niveau national, et pour l'Union européenne, c'était un engagement de limiter ses émissions à 40%, de réduire ses émissions de 40% d'ici 2030. Mais entre-temps, un rapport spécial du GIEC a été publié en 2018 et il montre que les conséquences d'un réchauffement d'1,5 degré centigrade seront très graves, mais celles de 2 degrés centigrades seraient plus graves et surtout, elles seraient irréversible. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut limiter la hausse à 1,5 degré si nos émissions diminuent rapidement et si elles deviennent neutres d'ici 2050. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est sur une trajectoire pour le moment qui dépasse une augmentation de plus de 3 degrés centigrades. Or, les changements climatiques sont aussi une menace pour la biodiversité. Ce n'est pas la seule cause, il y a aussi la pollution de l'air, de l'eau, des sols qui menacent les écosystèmes naturels et la santé humaine. En fait, la pollution atmosphérique, par exemple, est responsable d'une mort prématurée sur 8 et elle touche surtout les populations les plus vulnérables. En fait, le changement climatique et les pollutions ont non seulement des causes inégalitaires, mais aussi des conséquences inégalitaires. Et il est donc urgent d'agir et de relever nos ambitions de Paris. Et c'est à cette urgence que veut répondre le pacte vert pour l'Europe. Alors, que fait l'Europe? Alors d'abord, je pense que c'est important de comprendre que le futur va être déterminé par 5 facteurs. Le premier facteur, ce sont les technologies, c'est-à-dire ce qu'il est possible de faire. Le deuxième, les politiques publiques, c'est-à-dire ce qu'il faut faire sur le terrain. Troisièmement, les comportements des citoyens qui en fait sont encore assez loin de prendre toutes les mesures nécessaires et de devenir les vrais acteurs du changement qu'ils devraient être. Ensuite, les comportements des entreprises qui doivent développer des nouveaux modèles, de nouveaux produits, de nouvelles qualifications aussi.
Et finalement, le fonctionnement des réseaux qui lient les 4 facteurs précédents, les réseaux d'électricité, de gaz, de transport, de communication, d'hydrogène, mais aussi tous les réseaux d'échange de bonnes pratiques, d'échange de technologies, etc. Et l'Europe peut et veut pousser tous ces facteurs dans la bonne direction avec son pacte vert pour l'Europe, qui est d'abord un projet politique, qui est la priorité de la Commission européenne, le projet qui fédère pratiquement toute son action, en fait, sa marque de fabrique. Alors, quels sont les objectifs de ce pacte vert? L'ambition, c'est de transformer en profondeur toute l'économie de l'Union européenne pour lui assurer un avenir durable au sens large. Et en particulier, faire de l'Europe le premier continent sans émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone à 2050, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l'Europe, préserver la santé des citoyens de tous les risques liés à l'environnement et donc améliorer sa qualité de vie. Ensuite, on veut opérer cette transformation en suivant 4 principes qui pour moi sont un peu la philosophie de la transition. D'abord, la faire de façon juste et inclusive, sans laisser au bord de la route des citoyens, des industries, des travailleurs ou des régions. En y associant les citoyens pour qu'ils participent activement à cette transition, en fondant sur cet objectif une politique industrielle, donc en transformant ce qui est un défi climatique en une opportunité économique, et en y associant nos partenaires internationaux. L'Union européenne, ce n'est que 8% des émissions globales, et l'effort de réduction des émissions concerne tous les pays du monde. Donc, pour résumer, 4 principes à garder à l'esprit: la justice sociale, la participation citoyenne, la croissance verte, l'Europe ne croit pas à la décroissance verte, et l'action internationale. Alors, la force pour moi et la qualité de ce pacte, c'est qu'elle couvre tous les secteurs de l'économie, pas seulement l'énergie et les transports, mais aussi l'agriculture et les forêts, le bâtiment, le textile, l'acier, le ciment, etc. Et bien sûr, le numérique. Et aussi qu'on va utiliser tous les instruments qui sont disponibles en Europe pour y arriver. Un budget européen qui a été renforcé avec le plan de relance post-Covid, les politiques de cohésion, de recherche, d'innovation, la finance verte pour réorienter la masse de capitaux à la fois publics et privés vers des investissements durables, la législation sans quoi on ne serait pas en Europe, la fiscalité, la politique de concurrence, la communication, l'information, la participation, mais aussi tous les outils de politique extérieure, la diplomatie, le commerce et la politique, bien sûr, la politique de développement. Alors, il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été entreprises. D'abord, la Commission avait mis sur la table, avec le pacte vert, une feuille de route très détaillée. Ensuite, elle a proposé un plan d'investissement qui a été revu en mai dernier pour tenir compte de la crise du coronavirus, qui a été approuvé au Conseil européen du mois de juillet de l'année dernière. Donc, au total, on a 30% du total du cadre financier pluriannuel et du plan de relance, ce qui, au total, les 30% représentent 550 milliards qui vont être consacrés à la lutte contre le changement climatique entre 2021 et 2027, avec en plus, pour les 70% restants, un serment à nuire. Alors, l'aide européenne va prendre diverses formes, des subventions, des prêts, des garanties avec le concours de la Banque européenne d'investissement, mais aussi de l'assistance technique et du conseil, et plusieurs portails qui vont faciliter les contacts entre les investisseurs et les porteurs de projets. Ce plan d'investissement s'accompagne d'un mécanisme pour une transition juste avec un fonds dédié de 17 milliards et demi. Un accord vient d'être trouvé sur la loi climat qui fixe l'objectif de neutralité climatique à 2050 dans la loi et propose de relever
l'objectif à 2030 de 40%, l'engagement de Paris, maintenant à 55%. Donc, ça donne une visibilité pour les investisseurs. Alors, un pacte climat a été lancé pour rassembler aussi les communautés locales, la société civile, les entreprises, et pour les sensibiliser et les informer, partager des idées, soutenir des actions individuelles ou des actions collectives. La Commission a aussi lancé un projet passionnant, à mon avis, de nouveau Bauhaus européen, qui est à la fois environnemental, économique et culturel, autour des valeurs de durabilité, d'esthétique et d'inclusion. Elle a proposé une stratégie pour la biodiversité qui a chuté de 60% dans le monde ces 40 dernières années, une stratégie qui porte sur la chaîne alimentaire, qu'on a appelée de la ferme à la fourchette ou à l'assiette en français, pour diminuer les pesticides et la présence excessive des nutriments dans l'agriculture, s'attaquer aussi dans l'élevage au problème de la résistance aux antimicrobiens et encourager une agriculture biologique qui soit respectueuse de l'environnement. Alors, elle vient de lancer un plan d'action zéro pollution pour les sols, l'eau et l'air et une stratégie pour une économie bleue durable, donc tout ce qui concerne les mers, les océans, mais aussi l'aquaculture. Et il y a une stratégie qui va suivre sur les forêts. Alors, on a aussi déjà une stratégie industrielle pour une industrie qui soit à la fois verte et numérique, avec un plan d'action sur l'économie circulaire et déjà une proposition concrète sur des batteries durables, un plan d'action sur des matières premières critiques dont on aura besoin et une stratégie sur la durabilité des produits chimiques. Alors, la Commission a aussi lancé une stratégie pour une mobilité plus intelligente et plus durable. Elle a publié une stratégie aussi sur l'adaptation au changement climatique pour rendre l'Europe et toutes les infrastructures, par exemple, plus résilientes aux conséquences du changement climatique qui sont déjà visibles. On a, dans le plan d'action Finances vertes, on a vu des débats très difficiles ces dernières semaines sur, par exemple, l'inclusion taxonomie du gaz naturel ou du nucléaire, mais aussi critères d'inclusion de la sylviculture et de la bioénergie. Et on a maintenant dans le domaine de l'énergie une stratégie sur l'intégration du système énergétique et sur le développement de l'hydrogène qui va y jouer un rôle important, avec aussi le lancement d'une alliance industrielle pour l'hydrogène vert, comme on en avait déjà une sur les batteries depuis 2017. On a une stratégie pour réduire les émissions de méthane, une vague de rénovation des bâtiments extrêmement important, très ambitieuse aussi, une stratégie pour le renouvelable offshore et enfin une mise à jour sur les réseaux transeuropéens de l'énergie. Comme vous voyez, l'Europe ne chôme pas et ce n'est pas fini puisqu'il y a encore des tas d'initiatives à venir. Notamment, on attend le 14 juillet tout un paquet de mesures avec une proposition de révision du système d'échange de quotas d'émissions pour l'ajuster donc à l'objectif de 55% de réduction des émissions d'ici 2030, avec en parallèle un nouveau partage de l'effort entre les États membres dans les secteurs qui ne sont pas couverts par le système d'échange de quotas d'émissions. On va avoir des règles renforcées sur l'utilisation des sols et aussi sur les émissions des voitures. On va avoir ce même jour une proposition de révision de la directive européenne sur la taxation des produits énergétiques et un tout nouveau mécanisme de taxation, d'ajustement carbone aux frontières, ce qu'on appelle le CBAM, deux exercices, la directive et ce mécanisme qui, à mon avis, vont être très difficiles. Et enfin, le même jour, toujours, on va avoir, dans le domaine de l'énergie, des révisions des directives sur les renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur les performances énergétiques des bâtiments. Et en fin d'année, on devra avoir de nouvelles règles sur le marché du gaz pour y accueillir toutes sortes de nouvelles productions de gaz, notamment des productions locales de biométhane et aussi sur l'hydrogène vert.
Alors, dans le domaine industriel, on attend des initiatives sur les déchets et sur les industries intensives en énergie, sur l'acier, et il devrait aussi y avoir toute une série de nouvelles mesures sur la mobilité durable et intelligente. Avec toutes ces initiatives, on ne parle pas encore de l'action sur le terrain, dans les États membres, dans les régions, pour donner de l'effet à toutes ces mesures. Donc, il va falloir beaucoup d'efforts à tous les niveaux pour réussir cette véritable transformation verte. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions beaucoup, Madame Outman, pour ce descriptif des objectifs et de toutes ces initiatives. Je vais donner maintenant la parole à Thilo Schoenfeld, qui est délégué aux affaires internationales au sein du pôle de compétitivité Aerospace Valley et qui est aussi membre du consortium PCN Transport, qui va nous parler des différents budgets européens justement qui sont mis en place pour accompagner ces transitions vertes avec les objectifs que vous venez de citer. Thilo. Merci Emmanuel pour l'introduction. En effet, l'objectif, le challenge sera de vous présenter en 10 minutes les 4 gros dispositifs de financement pour les projets de R&D, mais pas que, dans les secteurs qui nous intéressent ce matin, c'est-à-dire transport, les mobilités, l'environnement et les énergies. Donc bien sûr, il y a le programme Horizon Europe qui, coïncidence de date, va officiellement être lancé aujourd'hui, cet après-midi à 13h par les ministères français de la recherche supérieure et le renseignement et l'innovation. Il y a les dispositifs LIFE, il y a les dispositifs CEF et les Innovation Fund que je vais aborder plus dans les détails. Le plus gros de mon temps ce matin serait de vous présenter dans les grandes lignes le programme Horizon Europe et notamment les clusters 5 au sein du pilier 2. Alors concernant le programme LIFE, c'est un programme que vous connaissez sûrement, qui est déjà en place depuis quelques années et qui est financé par la Commission européenne dans le cadre de 4 gros sous-programmes qui sont la nature, la biodiversité, l'économie circulaire et la qualité de vie, qui nous intéresse davantage ce matin, mais également l'atténuation du changement climatique et adaptation, de plus en plus important, et également la transition vers les énergies propres. Là également, tout le monde est concerné, les transports inclus. Un budget d'à peu près 5,5 milliards d'euros sera dédié à ce programme qui court de 2021 à 2027, avec 3,5 milliards d'euros consacrés aux activités liées à l'environnement et 1,9 milliard d'euros à l'action pour le climat. Il est annoncé par la Commission européenne que les premiers appels à projets seront publiés late spring en anglais, c'est-à-dire à la fin du printemps, donc à partir de, je dirais maintenant, jusqu'à la fin du mois de juin. Il faut aussi attendre qu'il y ait des premiers appels à projets. Le programme Travail LIFE se décline en 2 gros programmes pluriannuels. Le premier qui court de 2021 jusqu'en 2024, puis suivi par un deuxième programme Travail de 2025 à 2027. Le deuxième dispositif que j'ai compté aborder ce matin, c'est le dispositif CEF, Connecting Europe Facility, ou les mécanismes pour l'interconnexion en Europe, qui visent surtout d'investir dans les projets pan-européens, dans les projets d'infrastructure. Donc c'est moins la recherche et le développement, c'est plutôt les infrastructures, dans le domaine du transport, de l'énergie et du numérique. Ici, les objectifs sont les infrastructures énergétiques européennes d'intérêt commun, donc entre plusieurs pays européens. Et surtout le développement des infrastructures de transport transeuropéennes sur le réseau pré-identifié par la Commission européenne, ainsi que le développement des infrastructures européennes dans le domaine des télécommunications. Là, le taux de financement des projets attendus varie entre 20 et 50% des coûts éligibles en fonction des activités, des travaux et des études. Le troisième dispositif, avant d'aborder Horizon Europe, c'est le domaine qui s'appelle Innovation Fund en anglais, dont l'objectif est simple, c'est de décarboner l'Europe à l'horizon 2050. Ce type de dispositif finance notamment des gros projets, des large scale projects en anglais, avec un budget supérieur à souvent 10 millions d'euros, avec un financement de l'ordre de 30 à 40% qui peut aller jusqu'à 60% en fonction des activités. Et l'action est dotée d'un budget de 10 milliards d'euros pour une période de 2020 à 2030,
Les premiers appels à projets ont été déjà lancés en octobre l'année dernière. Maintenant, je compte plus particulièrement vous expliquer des grandes lignes du programme Horizon Europe, qui est donc le successeur du programme Horizon 2020, que vous connaissez tous, et qui finance notamment les activités dans le domaine de la recherche, développement et de la technologie. Ce programme se décline globalement en 4 piliers. Le premier pilier, notamment avec les actions Marie Curie, qui intéresse davantage les universités, les chercheurs, les postdocs et les chercheurs scientifiques, aussi à titre individuel. Il y a le troisième pilier qui regroupe les activités de l'innovation, notamment le EIC. Et plus particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui, ce matin, c'est le deuxième pilier qui se décline en 7 clusters, qui sont les domaines technologiques, scientifiques, qui nous intéressent. Le cluster 5 est doté d'un budget total un peu supérieur à 15 milliards d'euros et couvre les thématiques du climat, de l'énergie et de la mobilité. Le cluster 6 adresse également des sujets qui pourraient vous intéresser ce matin, notamment les domaines de l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique ou la lutte contre la pollution. Concernant le deuxième pilier, vous avez également le 4e cluster notamment qui touche le numérique et le secteur du spatial. Maintenant, un petit zoom, un focus sur le cluster 5, climat, énergie et mobilité, qui lui-même se décline en 6 sous-domaines. Les destinations en anglais, donc ça tombe bien, le mot français c'est identique, c'est des destinations. Les destinations 1 ou 1 et 2 liées aux activités de climat, les destinations 3 et 4, énergie, et les destinations 5 et 6, plutôt transport terrestre, mais également aérien. La destination 2 se veut un peu transversale et couvre tous les autres secteurs. Ce qui est important de vous annoncer aujourd'hui, il est prévu et il est toujours confirmé à ce que les premiers appels à projets sont attendus pour le 7 juin, c'est-à-dire dans à peu près 15 jours. La Commission européenne prévoit d'officiellement publier ces premiers appels à projets pour toutes les 6 destinations qui sont affichées ici, avec des dates limites pour les premiers, notamment pour la destination 1 et la destination 5, dès le 7 septembre, donc en gros juste après les vacances d'été. Il y a un petit risque que la sortie des premiers appels à projets glissera de quelques jours vers la mi-juin, à ce stade. Pour chaque destination, un programme de travail, un draft qui circule, un programme de travail a été établi qui couvre les topics, les sujets qui vont être publiés dès le mois de juin, mais également déjà pour l'année 2022. Et quand le programme de travail indique 2022, il s'agit souvent des appels à projets qui vont sortir, qui sont attendus pour l'instant de sortir dès le mois d'octobre ou novembre 2021. Pour chaque destination, il y a un certain nombre de sujets, topics en anglais, qui est affiché, qui varie entre 17 et 67 sujets. À peu près la moitié pour 2021 et l'autre moitié pour 2022. Donc, il convient de bien faire attention dans le programme de travail si le sujet est ouvert actuellement ou sera ouvert le 7 juin ou plus tard dans l'année. Il est important de souligner que des thématiques comme par exemple le ferroviaire, le rail ne sera pas concerné par la destination 5 mode de transport, mais il sera traité exclusivement par le Joint Undertaking, le partenariat public-privé qui succède à Shift to Rail, c'est-à-dire le GU Europe's Rail Partnership qui financera des projets dans le secteur du ferroviaire, alors que la destination 5 se focalise sur le routier, l'aéronautique, le maritime et le fluvial. Justement, les entreprises communes, les Joint Undertaking ou des partenaires publics-privés, comme vous les connaissez depuis le 7e PCRD, je pense, pour la plupart, comme Clean Sky pour l'aéronautique, Clean Hydrogen ou Build for People, seront prolongés dans le cadre de l'Horizon 2020 avec un fonctionnement en fonction des activités des partnerships. Et je commence par la droite.
C'est des programmes comme Clean Sky ou Clean Hydrogen qui gèrent leur propre budget, qui gèrent leur propre agenda et leur propre programme de travail et qui ne sont pas du tout couplés à Horizon 2020. Il y a souligné qu'il y a beaucoup de financements également disponibles via ces partnerships qui fonctionnent avec plutôt des projets TRL élevés, entre guillemets, dans le secteur de la recherche, c'est-à-dire 5, 6 ou 7, alors que d'une manière générale, on peut dire que les projets du programme Horizon Europe sont plutôt des projets TRL, on va dire 2 à 4. Vous avez à gauche sur la planche les partnerships qui sont coprogrammés avec des sujets et des topics qui sont intégralement intégrés dans le programme de travail de Horizon Europe, contrairement donc aux autres qui ont leur propre feuille de route. Ma dernière planche vous indique donc le lancement officiel de cet après-midi du programme européen Horizon Europe par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Nous avons également programmé avec notre casquette Point de contact national PCN de vous présenter plus dans le détail les sujets du cluster 5. C'est le 2 juin, dans l'après-midi à 15h30. Ainsi, un focus particulier sur les destinations 2, 5 et 6 qui auront lieu vers la mi-juin. Le ministère a également mis en place non seulement des points de contact nationaux, mais aussi des relais dans chaque région. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, il y a une bonne vingtaine de relais qui sont les pôles de compétitivité, souvent les universités, mais également ADI qui nous héberge ce matin. Le programme Enterprise Europe Network EN continue, également représenté pour la région Nouvelle-Aquitaine par ADI. Et donc Aerospace Valley, moi-même, fait désormais partie du programme Horizon Europe des PCN. Je vous remercie également de votre attention. Et ensemble avec Madame Outman, nous restons à votre disposition pour répondre à quelques questions. Merci. Merci beaucoup Thilo. Du coup, oui, on a peut-être des questions dans le chat. Antoine ? Oui, bonjour à tous, merci Emmanuel. Donc vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. J'aurais peut-être une première question pour Madame Outman. Vous avez mentionné que le pacte vert allait concerner toutes les politiques de la Commission européenne, notamment la transition numérique. Et donc, quel peut être le lien entre la transition verte et la transition numérique et les connexions entre les deux pour la dimension verte de la transition numérique et la dimension numérique de la transition verte? Ok, voilà une question complexe. En fait, il y a énormément de liens. D'une part, il y a tout un dialogue avec l'industrie du numérique pour les avoir à diminuer leurs émissions et à développer eux-mêmes de l'autoproduction, ce que déjà beaucoup de groupes font. Ensuite, il y a dans le cadre de la politique énergétique, il y a d'une part un besoin énorme de digitalisation au niveau du secteur énergétique, parce qu'on ne va pas pouvoir décarboner le système énergétique sans utiliser des technologies de l'information, avec des flux de données qui vont se multiplier, et en même temps, on a toute une politique pour récupérer, par exemple, la chaleur fatale de centres de données qui produisent énormément de chaleur, et on essaie d'encourager avec des programmes la récupération de cette chaleur, soit à l'intérieur de communautés locales de l'énergie, soit même dans des systèmes de chauffage urbain. Donc voilà un peu, rapidement, le type d'initiative. Je crois savoir aussi qu'il y a des alliances qui sont mises en place au niveau européen sur certaines thématiques. Il y a peut-être des liens aussi qui sont établis entre ces alliances. Des alliances industrielles, je parle. Alors, il y a les alliances industrielles, mais c'est pas... Enfin, si, il y en a une sur la microélectronique, sur les batteries, mais je ne vois pas... Si, là, je suis pas très calée dans le numérique. Le numérique, ce n'est pas mon domaine. Je suis vraiment une spécialiste de l'énergie, donc je vous donne
la vision du côté de la politique énergétique, qu'est-ce qu'on fait avec le numérique, quels sont les liens là en termes de décarbonation. Oui, il y a des alliances sur les batteries, sur l'hydrogène vert, je crois sur l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas une spécialiste du numérique, malheureusement. Merci. Je pense qu'on pensait aussi un petit peu à l'approvisionnement en raw materials pour justement toute la partie numérique. Alors, il y a un autre aspect. Ça, c'est toute la politique que j'ai mentionnée sur les matières premières, pour lesquelles il y a une politique qui à la fois concerne la politique de recherche, qui vise dans toutes les décisions européennes à tenir compte de l'utilisation des ressources naturelles dans toute l'évaluation des actions, pour évaluer la durabilité des actions, sur la durée de vie de tous les projets, quelle est l'utilisation de toutes les ressources naturelles, pas seulement l'énergie, mais aussi l'eau, les matières premières, etc. Et puis il y a tout un volet aussi qui concerne la diplomatie et le commerce pour être sûr d'avoir accès à ces matières premières. Donc c'est une politique extrêmement polyvalente. Donc depuis essayer de réduire notre utilisation de ces matières en les remplaçant par d'autres technologies, donc l'aspect recherche technologique, il y a l'aspect utilisation rationnelle en minimisant leur utilisation, et puis il y a tout l'aspect essayer d'avoir quand même accès, parce qu'on va avoir besoin de ces matières premières, et ça fait partie aussi de toute la logique que j'ai pas le temps d'expliquer, mais tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc essayer de concevoir au départ des produits, nos téléphones, nos ordinateurs, etc., que l'on peut à la fois réparer, que l'on peut recycler, donc qui a été conçu au départ pour faciliter le recyclage et la réutilisation de toutes les matières dans ces appareils. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question maintenant ou plutôt à la fin de la session? On peut enchaîner. Il y a une autre question maintenant sur alors, la différence entre l'EIC et Horizon Europe. Alors, je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse et puis je laisserai les panélistes compléter. L'EIC, donc c'est les Conseils européens d'innovation, ça correspond au pilier 3 du programme Horizon Europe. Donc, c'est une des composantes de ce programme. Et les appels et les destinations que M. Schoenfeld a présentés concernent plutôt le pilier 2 du programme, donc les réponses aux défis sociétaux. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une question pour M. Schoenfeld sur ce pilier 2. On a vu que les grands objectifs de la Commission européenne pour le développement durable se traduisent dans une hausse budgétaire sur les appels Horizon Europe, sur le cluster 5. Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus d'appels à projets dans le programme de travail, que cette hausse budgétaire va du coup entraîner davantage d'opportunités pour des projets? J'ai le sentiment qu'en effet, le volume a augmenté pour la durée égale par rapport au programme précédent. Le financement s'adresse davantage, il faut dire, à des projets transversaux entre plusieurs secteurs et domaines. L'ordre de grandeur du nombre de sujets ouverts par appel, j'ai l'impression, reste à peu près identique, par contre. Après, il se peut qu'il y ait des projets avec un budget plus élevé qui seront acceptés dans le cadre de Horizon Europe par rapport à Horizon 2020. D'accord, merci. Vous avez mentionné aussi les partenariats. Est-ce que les règles de participation dans ces partenariats sont similaires aux règles de participation dans le reste du cluster 5? Oui, ça reste identique au programme précédent. Il y a toujours des discussions en cours concernant les partnerships comme Clean Sky pour des variations, surtout une baisse du taux de financement pour certains acteurs. Et ça, pour ces partenariats, les appels à projets sont prévus un peu plus tard, hein, c'est ça pour... On nous indique qu'a priori, en 2021, aucun partenariat sortira des appels à projets. Donc, au mieux, il y en aura pour la fin de l'année. Oui. Plutôt 2021 pour le cluster 5 et puis pour les partenariats à partir de 2022. Cluster 5 dès le 7 juin, pour l'instant. Oui. Très bien, merci. Très bien, merci. Donc, on a
on a vu qu'il y avait énormément de sortes et de sources et de typologies en fait, de financement possibles. Donc là, maintenant, je vous propose une table ronde. On a le privilège d'accueillir 5 témoins que je vais vous présenter dans l'ordre alphabétique. Donc nous avons Éléonore Attard, qui est ingénieure de recherche à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui a préalablement participe en ce moment à un projet qui s'appelle Potato Metabiome et qui a été financé par un ERANET, l'ERANET Subcrop. Nous avons Yves Bertin, qui est enseignant-chercheur à l'ISAE-ENSMA du laboratoire PEPRIM, qui participe au projet Aztec, qui est un financement Clean Sky. Nous avons Cyril Morat, qui est responsable nouvelles technologies chez Safran Helicopter Engines, qui participe au projet McLean. C'est un projet qui est financé par le programme LIFE, qui a mentionné tout à l'heure. Nous avons Fabien Renard, qui est coordinateur de projet R&D chez GDTech France, qui participe actuellement à 2 projets financés aussi par Clean Sky, le projet Loops, dont il est coordinateur, et le projet Vistac, qui est partenaire. Ensuite, nous avons Patrick Simon, qui est fondateur-directeur de la société Panga, qui participe à 2 projets qui ont été financés par des financements en cascade, qui ont été obtenus via l'initiative européenne NGI, Next Generation Internet, et un projet Horizon 2020 qui s'appelle Response et qui est un projet avec 40 partenaires. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à chacun d'intervenir et de me dire un petit peu comment cet appel à projet, enfin l'appel à projet sur lequel vous avez répondu, ou les appels à projet, puisque certains d'entre vous participent à plusieurs projets. Les appels à projet ont été initialement identifiés. Et ensuite, pourquoi vous avez fait le choix du guichet en question et dans quelle mesure vous considérez que ce type de projet est favorable à votre structure, puisque au sein de vous, il y a des personnes qui font partie de laboratoires ou de PME ou de groupes dans le cas de Safran. Si on va peut-être commencer par vous, Madame Attard. Oui, bonjour. Donc, concernant votre première question sur l'identification de l'appel à projet, donc dans mon cas, ERANET Subcrop, en fait, pour ce cas tout particulier, j'ai été contactée par la coordinatrice du projet global qui travaille aux Pays-Bas par rapport à mes compétences scientifiques et techniques. Mais plus globalement, sur ces appels à projets, en tant que personnel d'une unité de recherche, université et CNRS, on a également d'autres canaux de diffusion. On reçoit des newsletters hebdomadaires qui nous renseignent sur ces appels à projets Europe, et on a également des collègues qui sont PCN ou impliqués dans les appels à la coordination de projets européens. Donc, on est plutôt bien tenu au courant de ces appels à projets. Pourquoi on a choisi ce guichet-là, ERANET Subcrop? Parce que on était vraiment exactement dans la thématique. Notre sujet de recherche collait vraiment parfaitement à cet appel à projet qui avait pour but d'améliorer la durabilité et la résilience des systèmes de culture. Et enfin, sur la troisième partie de votre question, est-ce qu'on le considérait comme favorable à notre structure? Oui, cet ERANET en particulier était très, très adapté, puisqu'on était sur un projet où il fallait combiner plusieurs partenaires de au moins, je crois, 3 pays. Et ça correspondait, on était 5-6 pays au départ.
Et puis c'était des recherches qui se voulaient initialement un petit peu académiques, fondamentales, mais avec une visée aussi un peu appliquée. Donc ça correspondait parfaitement à notre contexte. Merci. Monsieur Bertin, vous avez des éléments de réponse à nous fournir par Oui, rapport à... bonjour. 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 Ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, hein. On a des informations qui circulent via le CNRS, via les réseaux habituels pour avoir des rappels sur la publication des appels à projets. Moi, je travaille dans un laboratoire qui est un laboratoire de mécanique au sens large et dont une grande partie de ces collaborations se font avec le milieu du transport et de l'énergie. Donc, on a aussi déjà par d'autres partenariats les informations qui circulent et on voit donc régulièrement des informations qui nous permettent d'être alertés sur la pertinence de répondre ou pas à tel ou tel appel à projet. Donc, c'est presque naturel. C'est presque naturel. Alors, pour ce qui est de la pertinence de ce qui était proposé, moi, c'était dans le cadre de Clean Sky, donc complètement en rapport avec les problèmes du transport et transport aérien en particulier. Donc, c'était presque une démarche naturelle que de répondre à ce guichet. Alors, il a des avantages, il a des inconvénients, on pourra en parler si vous voulez, mais il était assez naturel d'y répondre. Ça, et puis, on pouvait y être facilement associé à des partenaires industriels ou des collègues d'autres laboratoires. Alors, est-ce que c'est favorable à notre structure? Moi, je dirais, dans un premier temps, oui, parce que ça nous permet quand même d'avoir une certaine ambition en montant des consortiums de taille relativement importante avec des collègues universitaires, chercheurs ou industriels avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler, et donc s'attaquer à des problématiques qui ont une ambition un peu plus forte. Et comme les moyens alloués nous le permettent, eh bien, les budgets, enfin les financements ou les dépenses éligibles sont intéressantes pour ça. Donc ça correspond assez bien à notre structure. D'accord, ben merci beaucoup. Je vais passer la parole à Cyril Morat qui, lui, du coup, travaille chez Safran. Et effectivement, on aurait intuitivement, moi, je dirais que vous adresseriez plutôt justement à des guichets de subvention du type Clean Sky. Et vous avez fait l'approche de passer par le biais de LIFE, qui n'est pas forcément intuitif pour une structure comme la vôtre. Si vous pouvez nous... Bonjour. En effet, on est plus habitué aujourd'hui à aller sur des projets type Clean Sky, Horizon 2020 ou des guichets de financement qui sont régionaux ou nationaux dans le secteur de l'industrie ou de l'aéronautique. Mais ces guichets sont souvent sur des projets avec des TRL assez bas. Et donc là, on avait pas mal de projets sur de l'industrialisation, sur des projets vraiment close to market, et on avait quelques difficultés à aller sur ces guichets. Donc on a fait appel à une société spécialisée, en l'occurrence Zabala, Zabala Consulting, qui en face de chaque projet nous a mis plusieurs guichets de financement potentiels et les différentes probabilités de réussite sur celle-là. Ça nous a permis de prendre nos projets on va dire avec un œil différent et pas uniquement industriel et technique. On a regardé tous les impacts et on a trouvé que c'est un gros projet que l'on avait n'était pas que industriel, mais avait une forte composante environnementale et donc on pouvait aller sur d'autres guichets de financement et en l'occurrence le programme LIFE. Voilà. Donc on est allé avec l'entreprise Zabala sur ce guichet, qui est un guichet donc, qui adresse toutes les composantes environnementales. Et l'avantage pour nous de ce guichet, c'était d'abord qu'il était sur des projets close to market, vraiment proches du marché, sur des TRL, donc des niveaux de maturité technologique assez hauts. On n'était pas obligé d'avoir du partenariat à ce moment-là par rapport à d'autres guichets.
Donc aujourd'hui, nous sommes tout seuls sur ce projet. Donc ça nous permettait d'avoir une plus grande flexibilité là-dessus. On a un financement qui est autour de 55%, donc ce qui est significant sur des projets d'industrialisation. Et un avantage sur le programme LIFE, c'est qu'il y a peu de projets français, beaucoup de projets espagnols, italiens ou des pays d'Europe de l'Est ou des pays baltiques, et peu de projets français, ce qui fait que les projets français ont toute leur place et ont quelques avantages pour être éligibles. Donc en effet, c'était pas inné chez nous d'aller sur des programmes type LIFE, mais on a su sortir un peu grâce à Zabala de nos habitudes et ça nous permet d'explorer maintenant même sur d'autres projets, d'autres programmes sur lesquels on n'aurait pas du tout pensé. Très bien, merci. Je vais donner la parole maintenant à Fabien Renard qui, lui, va pouvoir nous apporter, alors on va revenir au programme Clean Sky, mais qui va nous apporter la vision d'une PME, non pas en termes de laboratoire, mais d'une PME. Donc si vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que partenaire, enfin coordinateur ou partenaire sur ces projets-là, s'il vous plaît. Oui, merci, bonjour à tous. Effectivement, moi j'appartiens à une société GDTech qui est une PME, donc on est une vingtaine de personnes. Et pour répondre à ces appels à projets, nous, on a bénéficié du soutien d'Aerospace Valley qui nous envoie les différents appels à projets, les thématiques et fait même une présélection en connaissant nos domaines d'activité. Donc nous, c'est dans l'ingénierie et la simulation CFD ou multiphysique. Et donc à partir de ces appels à projets, de ces présélections, on a une réflexion interne pour savoir quels sont ceux sur lesquels on aurait des chances de remporter l'appel et surtout ce qui correspond aussi à notre stratégie de développement et à nos compétences. Donc après ça, il faut réussir à monter un partenariat. Donc ça, c'est en fonction du réseau qu'on a déjà initié, je pense, en amont, parce que c'est assez, de mon expérience, c'est pas toujours simple de répondre dans le temps imparti à l'appel d'offres. C'est un des dossiers assez lourds à construire. Donc il faut pas perdre trop de temps non plus à trouver les partenaires et monter le consortium pour répondre aux différents appels. Donc effectivement, on a eu deux succès qui ont suivi deux précédentes tentatives qui n'avaient pas marché. Donc faut aussi mettre un premier pied à l'étrier et puis se faire une expérience et ensuite après on a un peu plus de chance. Et puis on a aussi une relecture du dossier par Aerospace Valley pour nous donner des indications sur les faiblesses ou les points forts à mettre en avant. Voilà. Monsieur Simon, je vous laisse la parole aussi. Vous êtes vous aussi ici pour témoigner en tant qu'entreprise et vous avez participé donc à des projets, enfin vous participez à des projets qui ont été financés avec le principe du financement en cascade ou un projet Horizon 2020. Oui. J'espère que vous m'entendez. Donc, merci de m'avoir accueilli dans le cadre de ce workshop et séminaire. Donc, effectivement, moi, je suis Patrick Simon, je suis dirigeant et créateur d'une entreprise qui est basée sur La Rochelle. Alors, nous sommes une toute petite entreprise, puisque nous ne sommes que 8 salariés. Pourquoi on travaille avec l'Europe et comment on identifie les appels à projets? Alors, d'une part, moi, je réalise souvent de la veille directement sur les différents calls, ça c'est important. Et puis il faut aussi s'appuyer sur tous les partenaires qui ont été précédemment cités, hein, à la fois les technopoles, les clusters, les pôles compétitivité. On travaille énormément avec le pôle compétitivité Alpha RLH. Il faut aussi avec l'ADI et parfois des partenaires industriels qui nous positionnent sur différents appels à projets.
Pourquoi les différents guichets aujourd'hui? Vous l'avez compris, hein, l'Europe se positionne sur un grand nombre de thèmes, de thématiques, dans lesquels nous, petites sociétés qui spécialisées dans le monde de l'IoT et le smart building et la gestion d'énergie, on peut se retrouver. Et ce qui nous permet aujourd'hui de se positionner alors, soit directement en monoporteur, soit associé avec des gros partenaires industriels. Et c'est aussi l'intérêt aussi de l'appel à projet, des appels à projets européens, c'est qu'on peut être mis en relation avec des partenaires tant sur le territoire national qu'au niveau de l'Europe, et ce qui permet aussi d'avoir une synergie technologique importante. En sachant qu'aujourd'hui, on a des solutions qui permettent d'avoir des TRL assez bas, voire des TRL relativement importants, hein, de TRL 4 à TRL 6, ce qui nous permet aujourd'hui, en tant que PME, d'être supporté et d'être aidé par l'Europe pour franchir un certain nombre de caps technologiques. Pourquoi c'est favorable l'Europe? Alors, comme je crois que ça a été dit précédemment, hein, le parcours est quand même relativement compliqué. C'est très chronophage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, en concernant en tout cas les petites structures comme la nôtre, ils sont moins regardants sur les fonds propres de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui nous permet de nous positionner même sur les appels à projets très importants, hein. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça nous permet aussi de se rapprocher de partenaires européens pour pouvoir à la fois faire du co-développement, tant avec des laboratoires français, mais aussi des laboratoires étrangers. Et donc, ça nous permet de progresser dans notre technologie et dans nos échelles de TRL. Donc, je conseille l'Europe, mais il faut savoir que c'est quand même relativement fastidieux et très chronophage. On va en parler peut-être dans un deuxième temps. Donc moi, ce que j'entends de tous vos témoignages, c'est que suivant la typologie de projet que vous avez, en termes de TRL, on peut avoir plusieurs guichets. L'approche qu'on peut avoir d'un même projet, on a entendu le témoignage de Monsieur Morat, en prenant une approche un peu différente, on peut s'adresser peut-être à un autre guichet. Que vous avez tous été accompagnés, et bien accompagnés, par des structures. Donc on a cité effectivement ADI qui nous permet d'organiser ces sessions en ce moment, les pôles de compétitivité dont Thilo et moi-même faisons partie, et puis des structures privées comme Zabala qui a été cité tout à l'heure. Et que ça a apporté à chacun des satisfactions en termes de visibilité et de déploiement du projet, des projets qui permettent de prendre un petit peu d'envergure et en augmentant les réseaux. Alors effectivement, vous avez mentionné la difficulté de constituer ce réseau, qu'il est important aussi de l'avoir en amont, avant même de constituer la rédaction du projet, mais il y a des guichets aussi où on peut avoir quelque chose en étant tout seul aussi. Donc, je vais passer à la deuxième partie de cette table ronde. Du coup, par rapport aux objectifs, puisqu'on est là pour parler des objectifs de la prochaine programmation, donc la période 2021 et 2027. Et donc, je vais demander à chacun de vous si, du coup, vous envisagez de répondre à nouveau à des appels à projets sur cette prochaine programmation. Et qu'est-ce que vous voyez comme moteur et aussi comme frein par rapport au fait d'aller déposer un nouveau projet. Je vais peut-être commencer avec Monsieur Bertin, si vous le voulez bien. Oui. Oui, alors je vais vous répondre de deux manières. C'est à titre personnel, non, je ne vais pas y retourner parce que je suis atteint par la limite d'âge. Donc ça fait 30 ans que je fais des projets européens, donc je peux en parler, mais je n'y retournerai pas. Par contre, si j'avais 10 ans de moins, oui, j'y retournerais. Mais en tout cas, j'incite mes collègues à y aller. Alors j'incite à y aller, compte tenu des défis sociétaux qui s'imposent à nous, c'est la mission du chercheur d'y contribuer par l'acquisition de connaissances ou par le soutien à des développements, même si on sait que la recherche et la technique ne suffiront pas seuls à relever ces défis. Hein, on ne se payera pas de mots. Pour autant, étant dans un secteur de recherche qui est lié au transport,
et sensibilisé aux aspects d'économie d'énergie, d'efficacité des systèmes, c'est naturel d'y retourner, quoi. Ça, c'est clair. C'est même motivant à l'expérience des précédents. Cela dit, quand on sort d'un projet, en général, on est un peu lessivé, parce que, alors surtout si on a déposé un dossier qui n'a pas été accepté, alors là, on n'a pas envie d'y retourner, hein. Parce que, comme a dit un des interlocuteurs, déposer un dossier, c'est très chronophage pour le porteur, hein, et le chercheur n'est pas acculturé ni formé à ces aspects, donc il ne faut pas qu'il hésite à se faire aider. Et donc, il y a des services opérationnels qui peuvent nous aider tant dans la confection du dossier que dans le suivi des budgets derrière, et etc. Donc, j'invite ceux qui seraient intéressés à ne pas y aller bille en tête, mais discuter avec des gens expérimentés, et puis surtout se rapprocher de vous et des gens qui sont dont c'est le métier d'aider à, parce que c'est effectivement chronophage. On a l'impression quelquefois que pour des projets qui visent à économiser de l'énergie, on en dépense beaucoup pour des choses qui nous paraissent pas toujours utiles, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est lourd. Alors c'est le verso du recto. Le recto, je vous ai dit tout à l'heure, ça nous permet d'avoir une grande ambition, parce qu'on va se rapprocher et être soutenu avec des budgets éligibles intéressants. Le verso de ça, il faut se conformer aux exigences qui nous sont demandées, justification de dépenses, etc. Alors, il y a des aspects qui sont tout à fait naturels pour le monde industriel, qui le sont peut-être un peu moins pour les chercheurs. Donc, quelquefois, un petit peu surprendre les nouveaux là-dessus. Mais en tout cas, sans en dire plus, oui, je pense qu'il faut y aller, absolument, parce que les défis sont importants. Et il serait bien qu'il y ait encore plus de guichets qui nous permettent effectivement d'aller chercher du soutien, et que les politiques publiques qui ont leur rôle à jouer dans ces défis prennent à leur charge une partie de ces responsabilités aussi. Bien, merci. Du coup, je vais donner la parole à Éléonore Attard, qui elle aussi est chercheure, pour avoir sa version. Moi, pour l'année qui vient, peut-être même les 2 années qui viennent, je ne déposerai pas de projet à l'Europe, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà beaucoup de projets en ce moment, donc c'est pour une question de timing. J'ai eu de la chance ces dernières années, donc pour le moment, je ne peux pas redéposer de projet. Mais il est évident que probablement dans les 2 années qui viennent, je serais ravie de redéposer un projet. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de temps, et encore, moi, je n'étais pas la porteuse principale. Mais c'est extrêmement intéressant comme projet, comme le fait de pouvoir avoir ce contexte de travail avec des collègues à l'étranger, des budgets intéressants. C'est vraiment c'est une grande source de motivation. Et en plus, dans H20, dans le prochain appel à projet Horizon Europe, il y aura forcément des guichets qui correspondront à nos thématiques scientifiques. Donc, je pense que je redéposerai dans les années qui viennent. Et en termes de soutien, de charge de travail, est-ce que vous avez reçu l'accompagnement que vous vouliez, ou est-ce que ça a été, Monsieur Bertin mentionnait le fait de faire des tâches qu'il n'aurait pas faites au jour le jour s'il avait fait la partie vraiment de recherche, et qu'il y avait des tâches annexes, peut-être administratives, qui lui étaient pas forcément... qui tombaient sous le sang, peut-être des choses qui semblent un peu inutiles. Alors, sur ce qui était la partie montage de projet, ça a été, je ne le cache pas, compliqué, mais aussi parce que moi, je suis plutôt en début de carrière, donc chaque nouvel appel à projet, c'est pour moi une nouvelle découverte. Donc, au final, je dirais ça a été compliqué, mais déposer une ANR, c'est aussi compliqué. Et par rapport au taux de succès, je dirais qu'il ne faut pas du tout se brimer et ne pas hésiter à déposer à l'Europe. En tout cas, quand on considère les années précédentes.
Mais par contre, vraiment, oui, j'ai l'impression des fois de manquer un petit peu de soutien sur les parties administratives et financières du montage de projet, sur des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas quand on débute dans une carrière, à savoir comment calculer un salaire. Il y a des règles qui sont imposées avec des taux de précarité, par exemple. Des choses qui peuvent, avec des calculs qui paraissent parfois un peu compliqués. Et c'est vrai que ces points-là, en tout cas à l'époque où j'ai déposé ce projet, à l'université, on n'avait pas beaucoup d'interlocuteurs très disponibles. Donc ça n'a pas été un bon moment. Et puis il y a un autre point qui est problématique dans ces ERANET, c'est la date du dépôt du premier projet. Donc globalement, nous, c'était fin août. J'ai vu pour les prochains, c'est début septembre. C'est bête à dire, hein, mais tous les chercheurs des universités européennes, on prend nos vacances au mois d'août. Et en plus de ça, tous les services administratifs sont fermés au mois d'août. Donc ça veut dire que si on s'engage dans ce dépôt, on s'engage tous à gâcher un peu nos vacances d'été. Et vraiment, nous, notre projet comporte des personnes en Pologne, en Irlande, en Allemagne, en Autriche. Et bon, on n'a pas passé des bonnes vacances cette année-là. Mais qui est un choix de votre part et qui forcément impacte aussi le personnel administratif qui, lui, n'a pas choisi de faire ce projet-là. Ah, mais du coup, il n'y a pas de support administratif pendant le mois d'août du tout. C'est bien anticiper, c'est bien le message qu'il faut donner. C'est bien anticiper toute cette partie administrative, sachant que de toutes les façons, il y aura des choses à faire en dernière minute. Oui. C'est ça, voilà, exactement. C'est que nous, on s'est retrouvés vraiment à faire des choses en dernière minute, à refaire des calculs de budget en dernière minute, et ça n'a pas été évident. Voilà, on a communiqué des fois, les gens étaient dans des aéroports. Heureusement que les moyens de communication sont bons de nos jours. Vous avez réussi. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et l'autre point qui m'a paru compliqué pour nous, et par contre qui était évident avec l'université aux Pays-Bas qui a porté le projet, c'est que dans ce projet européen, ils nous demandaient comment nous avions géré les données générées. Et en fait, nous, à l'université de Pau, on avait à ce moment-là en tout cas pas de schéma clair, alors que dans cette université aux Pays-Bas, ils avaient déjà ce qu'ils appellent un Research Data Management Plan, très précis, avec du personnel dédié à cette gestion des données générées par les projets. Et je pense que ça aussi, si on l'avait, j'aurais aimé pouvoir l'avoir de notre côté français. Parce que si je devais déposer toute seule, c'est un point qui serait un petit peu ennuyeux. Très bien. Du coup, vous mettez, je pense, l'accent sur les disparités entre les pays européens. Donc, on a parlé tout à l'heure de calcul de salaire qui ne sont pas les mêmes dans chaque pays, la gestion des données. Et effectivement, je pense que la Commission européenne met des règles que l'on doit tous suivre et qui nous paraissent un petit peu, quelquefois, aberrantes ou pas forcément pertinentes plutôt, et qui en fait vise à harmoniser en fait les pratiques entre pays qui ne sont pas régis par les mêmes règles. Donc je vais peut-être donner la parole à Monsieur Mora qui en ayant déposé non pas au sein d'un consortium mais avec une seule personne, enfin, donc vous, seul groupe, est-ce que vous avez été affranchi de toutes ces règles d'harmonisation et du coup, est-ce que ça a été beaucoup plus simple pour vous? Alors, simple, je dirais pas ça parce que le programme LIFE est assez compliqué. Très chronophage en termes au niveau administratif. Donc pour un grand groupe, ça peut être problématique aussi. Donc on a la possibilité d'avoir pas mal de personnes pour nous aider, que ce soit sur la partie administrative, sur la partie financière. Par contre, on a beaucoup de données qui ne sont pas accessibles pour un chef de projet ou difficilement accessibles. Les salaires, ça en fait partie. Les salaires de chaque personne, on ne peut pas les divulguer. Donc ça a été un point où il a fallu s'aligner avec l'Europe
sur comment leur faire remonter ces données-là de façon anonyme, alors qu'ils voulaient au contraire avoir le détail des salaires versus les différentes personnes. Donc ça a été un gros point. L'autre, ça a été quand on a déposé le projet. Je rejoins ce qui a été dit. Il a fallu répondre parfois en 2 jours sur aller chercher des documents, aller chercher des informations et répondre en 2 jours sur des périodes parfois un peu plus calmes, par exemple l'été. Et ça a été très très dur quand on travaille pendant 1 an sur un dossier de financement et qu'on se retrouve en 2 jours à devoir bouger toute l'entreprise pour obtenir ces informations si on ne peut pas être recalé. Donc oui, c'est plus simple parce qu'on était tout seul, donc on n'avait pas de coordination réelle à faire. Par contre, ça reste un petit parcours du combattant pour arriver jusqu'au bout. D'accord. Donc, du coup, peut-être que Monsieur Renard, vous pouvez nous faire, votre témoignage par rapport à votre structure, puisque vous nous disiez que vous êtes 20 personnes, donc c'est peut-être qu'il y a une plus grande flexibilité et agilité. Oui, il y a de l'agilité, mais bon, ça reste compliqué. En fait, moi, j'ai l'expérience du dépôt. Ce sont des projets qui sont en cours pour les deux. Il y en a un qui a 1 an et on n'a pas encore fait l'exercice du reporting financier. Donc, je verrai si on a les mêmes difficultés au niveau des calculs des salaires, etc. Enfin, je suis moins inquiet là-dessus, mais effectivement, il y a des choses auxquelles on n'avait pas l'habitude, par exemple les communication plans qui doivent être créés dans le cadre du projet, parce que forcément il faut qu'il y ait des retombées en termes de communication, etc. Des choses qu'on a peut-être moins l'habitude de penser dans une PME, mais qui ont leur intérêt finalement, parce que c'est bien aussi de faire rayonner nos travaux et de le faire connaître. Donc parfois, c'est vrai qu'il y a des lourdeurs, mais ça nous oblige aussi à faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui peuvent être bénéfiques aussi. Donc voilà Est-ce que c'est des compétences que vous avez dû intégrer du coup à l'équipe, ou alors vous utilisez les compétences de chacun pour avancer sur ce sujet, par exemple, de communication plan? Alors en fait, on essaye aussi de s'appuyer sur les compétences de chacun dans les consortiums. Donc, par exemple, il y a aussi des laboratoires, des académiques, on va dire, dans le consortium qui, eux, ont plus l'habitude des communications, des conférences, etc. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui ont pris un petit peu plus le lead sur ces choses-là. Donc, oui, c'est important que dans le consortium, il y a un peu des compétences bien réparties et qu'on puisse s'aider les uns les autres. Oui, donc on parle au sein des consortiums vraiment de complémentarité entre les différents acteurs, et être sûr qu'on trouve bien des synergies, mais surtout complémentarité. Je répète ce terme, et légitimité de chacun. Au départ, quand on a vu le dossier, qu'il y avait ce point à adresser, on s'est demandé qui était le plus à même de le traiter, et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et au moment du montage, du coup, on réfléchit bien aux acteurs que l'on met dans le consortium, la légitimité de chacun, pour pas qu'il y ait 2 personnes qui fassent des choses qui pourraient être similaires, qui peuvent être des sources de rejet de dossiers quand on fait une soumission, en fait. Oui, lors de la soumission, les tâches de chacun doivent être très, très bien définies, et il faut que le dossier soit suffisamment clair pour que on comprenne le rôle de chacun, et que les gens ne se marchent pas sur les pieds. De toute façon, même en dehors de l'aspect éligibilité, il vaut mieux pour que le projet se déroule bien qu'on n'ait pas
on va dire, de concurrence trop forte au sein même du projet, quoi. Il vaut mieux qu'on soit tous complémentaires que concurrents. Mhm. Parce que c'est aussi ce qu'on anticipe sur la prochaine programmation. Enfin, je pense que mes collègues ici ne me contrediront pas trop. Il y a vraiment cette notion de complémentarité, de filière, d'aborder les aspects de plus en amont jusqu'à plus en aval. Et comme le disait Madame Outman, le life cycle management qui est très important, vraiment avoir une complémentarité entre les différents acteurs. Monsieur Simon, quel est votre sentiment par rapport à ces complémentarités et l'agilité qui est demandée aux petites structures comme la vôtre? Est-ce que vous avez dû recruter quelqu'un supplémentaire? Comment vous avez avancé? Très clairement, nous, on a eu la chance de se positionner sur 4 projets européens, dont 3 succès, donc 2 en monoporteur et puis 1 en consortium. Alors quand on est monoporteur, effectivement, on a moins de problématiques de synchronisation avec les partenaires européens. Donc je dirais que on prend le taureau par les cornes et puis on assure la rédaction et la gestion en fonction de son propre agenda, donc c'est un peu plus facile. En revanche, les projets, quand on est monoporteur, les enveloppes financières d'accompagnement sont quand même relativement plus faibles. Mais c'est toujours intéressant de se saisir de ces opportunités-là. Dans le cadre des consortiums, là, effectivement, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que souvent, on finit le dimanche soir pour le lundi matin, et donc c'est toujours un peu catastrophique. Les freins, il y en a, donc je crois qu'ils ont déjà été dit à maintes reprises, hein, c'est que construire un dossier européen, c'est quand même relativement complexe et chronophage. Cependant, il ne faut pas négliger que nous, en tant que petite entreprise, on a réussi à concrétiser 3. Donc, vous voyez, on a quand même des possibilités de contractualiser de façon importante certains sujets. Donc, ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Europe accompagne ce qu'on avait dit précédemment sur des échelles relativement basses, donc de TRL2 jusqu'à des TRL 6-7, avec des progressions aussi intéressante. Donc les freins aussi, alors ça a été dit aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts entre les partenaires européens. Donc l'idée c'est aussi de se synchroniser, parce que les partenaires européens peuvent arriver à faire le même métier que vous, avec sur certaines, donc il peut y avoir certaines différences ou certaines complémentarités qui peuvent s'intégrer, mais aussi on peut avoir des conflits d'intérêts. Donc l'articulation n'est pas forcément simple aussi au montage. Alors sur la partie delivery, c'est-à-dire sur la partie réalisation, nous on est encore au tout début du projet consortium. Donc là, j'ai pas encore la totale maîtrise de tous les documents administratifs qu'il faudra fournir, mais ça va pas tarder. Sur les documents, sur les appels à projets monoporteurs, alors c'est vrai que ça mobilise quand même pas mal les ressources techniques, hein, puisque souvent l'Europe demande des rapports assez conséquents, hein, qui peuvent aller jusqu'à 60 pages. Où il faut expliquer tous les travaux de R&D qu'on a menés, les processus, les aspects financiers, les salaires. Donc ça, c'est quand même effectivement, c'est assez important. Et puis ce que je voulais dire aujourd'hui, donc c'est que nous, très clairement, en tant que PME, on va solliciter aussi d'autres projets européens, hein, donc à la fois sur du consortium, mais aussi sur des calls, ce qu'on appelait les calls NGI, hein, Next Generation Internet. L'avantage de ces calls, c'est qu'ils sont plus petits, mais ils sont aussi plus simples à adresser. Et puis un autre dispositif qui est très intéressant aujourd'hui, qui est le dispositif EIC, qui permet à la fois d'obtenir des financements sous forme de subventions, mais aussi qui est aussi où l'Europe peut intervenir en tant qu'entrée au capital, donc ce qui permet de consolider des petites entreprises comme la nôtre. Donc, si je donnais un conseil, je dirais il faut y aller. Par contre, faites-vous aider, mais prenez bien en considération que c'est quand même relativement conséquent et chronophage comme travail. Donc, voilà, il faut le savoir dès le départ. C'est un très beau mot de fin et de conclusion. Donc, je vais redire la même chose que vous, du coup. Donc, suivant les niveaux de TRL de vos projets,
Et puis la typologie des projets, donc il existe beaucoup de guichets de financement. Vous êtes accompagné, il y a beaucoup de structures autour de vous qui sont là pour vous aider. Alors pour identifier les appels à projets, pour la rédaction, pour faire des relectures, qui peuvent vous donner des conseils. Donc à l'issue de ces sessions, on vous enverra des listes de contacts, de noms de contacts que vous pouvez avoir au niveau de la région ou au niveau national. Dans les consortiums, alors quelquefois on peut y aller tout seul, mais aussi on peut y aller dans les consortiums. Il faut bien garder en tête les complémentarités qu'il doit y avoir entre les différents acteurs. Donc on a entendu qu'il peut y avoir des lourdeurs, que c'est très chronophage, mais que ça a aussi l'avantage quand même de diversifier les réseaux que l'on peut avoir tous les jours, et puis aussi d'avoir une vision, d'avoir dans le consortium des personnes qui auront une vision différente de notre vision franco-française et qui peut être complètement bénéfique au projet et aux ambitions du projet qui donc qui rentrent dans le cadre donné qui avait été décrit par Madame Outman en début de session. Je vais vous remercier tous au niveau de cette table ronde pour vos témoignages très riches et sans trop de langue de bois. Et puis, je vais donner la parole maintenant à Antoine Vidot qui va nous faire un relais sur les différentes questions qu'il peut y avoir eu dans le chat. Antoine. Oui, merci Emmanuel. Déjà, si les témoins ont des questions pour les uns et les autres, n'hésitez pas non plus. Oui. Une première question peut-être sur l'anticipation des objectifs et des thématiques des appels. Madame Attard, vous avez mentionné qu'il y aurait sûrement des thématiques dans les prochains programmes de travail qui vous concerneraient. Comment vous anticipez ces prochains objectifs et ces prochaines thématiques dans les futurs appels? Moi, je pense qu'il y a encore une fois, on peut s'appuyer sur des relais, en particulier. Antoine nous donne vraiment des informations en tant que représentation de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles, nous donne des indications vraiment sur les évolutions des programmes, les arrivées de certaines alliances, et ça peut me permettre de donner des pistes en fait sur les orientations des prochains projets, et nous donne un échéancier en fait des attentes de la Commission européenne. Peut-être compléter. Est-ce qu'un des témoins veut contribuer aussi sur ces... Oui, les témoins. Moi, je dirais juste que à partir du moment où je voudrais redéposer des projets, probablement 6 mois à l'avance au minimum, je commencerai à de nouveau être très très vigilante sur toutes les newsletters que je reçois, et j'irai directement sur le site de Horizon Europe en fait pour me renseigner en plus de tout ça. J'anticiperai en avance en tout cas, largement en avance. D'accord. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent compléter sur la veille qu'ils font, ou est-ce que d'ores et déjà vous avez vous assurez une veille, on va dire, continue, même si vous savez que vous allez déposer, comme Madame Attard, quelque chose qui serait dans les 2 ans ou 3 ans? Est-ce que vous gardez... Comment vous suivez en fait les actualités sur les perspectives de projet? On le suit bien et mal à la fois, c'est-à-dire on se dit qu'on va le suivre régulièrement et on ne le fait pas. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas attendre d'être sollicité, hein. C'est bien avant les échéances qu'il faut commencer à préparer. Alors, dans le milieu universitaire, on discute entre nous. On s'est moins rencontrés ces derniers temps, ça c'est
c'est un peu casse-pied parce que par visio, on ne va pas faire une visio exprès pour discuter à bâton rompu sur les prochains programmes européens, mais disons le relationnel compte beaucoup et anticiper au moins 6 mois à l'avance, oui. Bien, merci. Merci. Peut-être une question. Thilo, Oui, je voudrais préciser quand même le programme de travail pluriannuel permet quand même aussi d'anticiper. On est dans une position relativement confortable aujourd'hui, puisqu'on sait à peu près déjà ce qui va être dans le programme de travail à la fin de l'année, voire 2022. Donc ça permet également d'anticiper un peu les appels à projets. Ouais. Merci. Et au-delà des thématiques, est-ce qu'il y a des attentes d'un point de vue de maturité technologique? Est-ce qu'on peut financer des projets sur une échelle TRL élevée à 7-8? Ou voilà, comment se positionner par rapport à la maturité technologique du projet? Pour des TRL élevés, en soi, le programme Horizon Europe ne finance uniquement max TRL 6. Donc, si vous passez au-dessus, il faut s'adresser à d'autres programmes. Tu as mentionné tout à l'heure le Innovation Fund, qui est, lui, pour vraiment des projets industriels, avec justement la nécessité d'avoir un TRL très élevé. Je pense que la pluralité des guichets permet justement, suivant le niveau de TRL, de s'adresser à l'un ou l'autre des guichets. Après, proportionnellement, on peut dire que le taux de financement baisse avec les TRL, oui. qui augmente. Est-ce que des personnes de la table ronde voudraient intervenir par rapport à cette question? Oui, nous, juste sur la partie TRL 7-8, c'est souvent une de nos problématiques, c'est qu'on est financé sur des TRL bas pour vraiment le développement de la technologie, mais lorsqu'il faut franchir le dernier pas pour le mettre en place sur nos sites, c'est là où trouver des financements devient plus compliqué. Et pourtant, c'est souvent c'est la vallée de la mort, hein, c'est souvent le plus dur dans le projet, c'est le mettre en place la technologie, qui demande pas mal de financement et de ressources. Et il manque, c'est vrai, un nombre de guichets un peu plus important pour cette partie-là, pour justement mettre en place ces projets de façon pérenne et que ça reste pas juste un projet. Et en effet, les pourcentages, comme le disait votre collègue, les pourcentages de financement diminuent en fonction de TRL. Et alors que pour réaliser cette transition énergétique, en l'occurrence, l'inverse aiderait, je pense, à implémenter plus facilement les technologies dans nos sociétés. Un accompagnement peut-être plus national serait peut-être plus pertinent. Quelqu'un dans le chat mentionnait aussi l'accélérateur de l'EIC avec un focus Green Deal ou Pacte Vert. C'est vrai qu'il y a certaines thématiques de certains appels qui ont cette dimension Pacte Vert, spécifiquement là, pour les PME innovantes en l'occurrence. Peut-être une question aussi du chat de JB. Est-ce que le nouveau programme sera ouvert à des projets plus petits ou toujours limité à des grands consortiums? Alors certains témoins ont peut-être donné des éléments de réponse dans leurs interventions, mais est-ce qu'il y a une taille de consortium conseillée ou en tout cas recommandée pour se positionner sur ces appels à projets? J'aurais tendance à dire que ça ne change pas beaucoup par rapport au programme précédent. Pour un programme de R&D Horizon Europe classique, c'est-à-dire hors partenariat comme Clean Sky, il faut avoir au moins 3 partenaires de 3 pays européens. Ça, c'est le minimum. Par expérience, la moyenne est plutôt 5-6 partenaires dans un projet. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Alors qu'en effet, dans un partenariat comme c'était dit par Clean Sky, typiquement, vous pouvez être monopartenaire. Ça simplifie certaines tâches. Mais j'en profite pour dire, n'allez pas à l'Europe uniquement à cause ou grâce du financement. Bien sûr, c'est un argument. Mais ça permet aussi d'établir des contacts en Europe. Ça a été dit par M. Simon de mémoire.
de se faire connaître en Europe, de trouver des partenaires peut-être aussi au-delà du projet européen, en bilatéral plus tard, sous condition que vous fassiez du bon boulot. Même dans un Clean Sky, vous avez un user industriel qui vous permet également peut-être de faire les affaires ou travailler dans la R&D au-delà du projet européen. Et à titre personnel, c'est aussi un enrichissement personnel de travailler avec d'autres cultures européennes. Alors, Madame Attard le disait justement, que justement dans l'Eranet Suscrop, ça lui permet d'envisager d'autres cultures. C'est exactement le cas de le dire, dans des conditions et des environnements différents. Et donc, ça permet de vraiment d'étendre le champ de la partie expérimentale. Bien, on arrive vers la fin de cette session. J'espère que on vous a suffisamment informé et puis répondu à vos questions et vos attentes. Comme je vous le disais précédemment, on vous enverra une liste de contacts parce que on va le dire et le redire. Vous n'êtes pas tout seul et il y a beaucoup d'accompagnement possible. Et il me reste à remercier Madame Outman pour son intervention en début de session. Merci beaucoup pour ces éclairages sur les objectifs et puis les grandes thématiques. Thilo, pour ta présentation des différents guichets et puis tous nos intervenants et témoignages qui ont été très riches. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis sûrement à une prochaine fois. Au revoir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette session sur les transitions vertes. Dès à présent, je vous invite d'ouvrir vos agendas pour noter le 1er juin 2021 comme date pour une prochaine programmation. À cette date, nous allons projeter de 11h à 12h30 une session sur les transitions numériques et la cybersécurité. Et l'après-midi, de 14h30 jusqu'à 16h, nous allons projeter une session sur les bourses et réseaux Marie Curie. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Au revoir.